bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour « Et si on prenait la parole ?» C'est le nom de ce débat qui va suivre dans un instant, un débat réalisé par les étudiants en BTS Communication du lycée Voltaire. Nous allons aborder le sujet des réseaux sociaux, un sujet qui fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est 71% des 12-17 ans qui disent avoir du mal à rester 2 heures sans écran. Et récemment, une proposition de loi est en train d'être votée au Parlement pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, une question se pose. Les réseaux sociaux sont-ils un véritable outil d'expression et d'engagement pour la jeunesse ou un miroir déformant qui façonne nos identités? Pour en débattre, je suis accompagné de Dina, Timéo, Mélina, Thibaut. Bonjour. 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 Et d'Héloïse, journaliste à Ici Centre Val de Loire et à mes côtés pour... jouer le rôle de modératrice. Voilà. Bonjour à tous. Avant de commencer, une petite question simple et honnête. Votre temps d'écran par jour et sur quelle application? Alors moi, je passe la plupart du temps 4h30 par jour sur les réseaux et principalement sur le réseau Twitter, TikTok et Instagram. Moi, j'ai un temps d'écran de 7h30 par jour. J'utilise principalement comme réseaux sociaux TikTok et Snapchat. Je suis aux alentours de 4h30 sur Snapchat et TikTok principalement. Et moi, j'ai une moyenne de 5 heures sur TikTok, Instagram et Snapchat. Et toi, Héloïse? Moi, je suis bien en dessous de vous, c'est un peu normal vu mon âge. Je suis à 2h20 à peu près et sur Instagram intégralement, quasiment. Donc c'est Timéo qui bat tous les records. Ouais. Merci, Bravo, merci pour Timéo. vos réponses honnêtes. Ça donne un peu des repères pour comprendre la place des réseaux sociaux dans notre quotidien. Et justement, Mathilde et Marie sont allées à la rencontre d'autres étudiants pour leur poser cette même question. Selon l'association Premier Secours en Santé Mentale de France, les réseaux sociaux sont également perçus comme un espace d'échange et parfois même un espace de soutien. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Environ 3-4 heures, je pense. Je passe environ 1h30 à 2 heures par jour. Franchement, je pense 3-4 heures, en vrai. Selon vous, quels réseaux sociaux sont problématiques et pourquoi? Ça va être TikTok, en premier lieu parce que c'est très abordable pour les plus jeunes et que le contenu qui est diffusé dessus n'est pas forcément très modéré. Pour moi, ce serait TikTok parce qu'il y a un scroll qui est infini, on n'en finit jamais. Pour moi, le réseau social le plus problématique, c'est Telegram. J'ai pas, mais je sais qu'on peut trouver des choses pas adaptées pour la vue. Est-ce que vous avez déjà essayé de réduire votre consommation de réseaux sociaux ou de vous en détacher complètement? Me détacher jamais, réduire, compliqué aussi de réduire, mais c'est vrai qu'il y a des fois sur des semaines ou des mois, je vais essayer d'améliorer mon hygiène de vie. Il y a le sommeil, donc les réseaux sociaux. Réduire, oui. J'ai mis un temps, j'essaie de ne pas être trop dessus, et voilà. Oui, j'ai déjà essayé, j'ai déjà réussi aussi. En période d'examen, je vais très peu sur mon téléphone, du coup, je vais quasiment plus sur les réseaux sociaux. Ces retours correspondent à la moyenne nationale. En effet, les 15-24 ans passent en moyenne 3h50 par jour sur Internet. C'est bien plus que l'ensemble de la population qui passe en moyenne 2h23 par jour à surfer. Vous l'avez vu, les réseaux sociaux sont partout, ils sont omniprésents. Cette présence pose une vraie question. Est-ce qu'on maîtrise encore notre usage ou est-ce qu'on est en train de devenir dépendant? Est-ce que toi, Timéo, tu as l'impression d'être addict? Je sais que je suis clairement addict à mon téléphone et que ça peut me nuire. C'est ce qu'on appelle la cyberaddiction. C'est le fait de ne plus aimer être connecté, mais surtout un besoin psychologique d'être sur Internet, sur les écrans. Mais je sais que ça me nuit dans le sens où ça réduit mon sommeil, donc ça me nuit ma santé. Et je pourrais faire plein d'autres choses comme profiter juste de ma famille. Alors moi aussi, c'est ma solution à l'ennui. Quand en fait j'ai des trous, je ne sais pas quoi faire, je prends automatiquement mon téléphone et je scrolle sur les réseaux sociaux alors que je pourrais faire autre chose, je ne sais pas, comme lire, sortir ou apprendre une nouvelle recette. Toi, Thibaut, est-ce que tu culpabilises des fois à l'idée de passer autant de temps? Donc un petit peu, mais on est loin d'être des exceptions. La preuve avec ces chiffres, les 13-17 ans, eux utilisent les réseaux sociaux en moyenne 2h50 par jour, tandis que les 18-24 ans, eux utilisent 3h15 les réseaux sociaux par jour. Donc moi, personnellement, je me place un petit peu dans cette moyenne, effectivement. Tu culpabilises pas du tout? Non, pas trop. En réalité, justement, les réseaux sociaux, ils font exprès de nous rendre addicts. Donc, ils vont utiliser en fait un système de mécanismes trompeurs qui vont capter notre attention pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux et sur notre téléphone. Donc, ça va être avec les notifications, les likes, le scroll infini, l'enchaînement de vidéos maintenant sur TikTok qu'on peut avoir. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que Timéo peut passer du temps sur ces réseaux. Dina, tu parles d'ennui, mais il y a aussi la peur de rater quelque chose. Ça s'appelle le Fear of Missing Out, FOMO. Toi, Timéo, avec tes 7 heures, justement, tu fais ça pour passer l'ennui ou justement par peur de rater quelque chose? Non, c'est
Plutôt pour passer l'ennui, et comme 67% de la Gen Z qui utilise les réseaux sociaux par pur ennui. Mais ce qui fait peur, c'est justement cette FOMO, cette peur de rater quelque chose, parce que c'est quand même 28% de la Gen Z qui agissent sur les réseaux sociaux par cette peur-là. Mais comme l'a dit Mélina, et comme l'explique aussi le mentaliste Charlie Hayde, et il est aussi passionné de psychologie, il explique qu'en gros les réseaux sociaux nous enferment en fait dans une boucle infinie. Et c'est ce que révèle aussi Léo Duff dans sa vidéo YouTube, comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Ici, il parle de l'économie de l'attention, parce que les plateformes, elles sont créées de manière à capturer chacune des secondes de notre temps libre. Et c'est aussi, il est rejoint du coup par les neurosciences et les neuroscientifiques, sur la manipulation de la dopamine, l'hormone du bonheur. Le fait de scroller à chaque fois va nous donner une petite dose de dopamine qui va nous amener à scroller sans arrêt. Moi, je partage cet avis-là parce que je sais que quand je scrolle mon téléphone, j'aime bien continuer ensuite pour voir d'autres choses. Et ouais, je les rejoins sur ce point-là. Ouais. Tu parles d'enfermement, mais lesquels sont nos préférés en France? On parle de plateformes. Héloïse, tu t'es plongée dans les chiffres, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, j'ai regardé un peu les chiffres et je vous ai fait un top 5 des réseaux chouchous des Français. Et moi, les résultats, c'est pas du tout ceux que j'imaginais. Tout en haut du classement, ex-aequo, il y a Facebook et YouTube. Ils cumulent chacun 49 millions de visites par mois. Juste derrière, c'est Instagram avec 40 millions de visiteurs mensuels. Derrière TikTok, Snapchat, environ 30 millions de visites par mois. Et puis en 5e position, en bon dernier, X, ex-Twitter, avec 20 millions de visiteurs par mois. Alors ça, c'est pour les chiffres de fréquentation. Quand on regarde le temps passé sur les réseaux, il y a 2 grands gagnants. C'est ceux que vous utilisez, TikTok et Snapchat. Et alors attention, ils sont ultra puissants chez les 12-17 ans. Vraiment, ils passent le plus clair de leur temps sur ces 2 plateformes. On y passe tous beaucoup de temps. Ça reste aussi un moyen d'interagir avec les autres. Est-ce que toi, Thibaut, tu l'utilises dans ce but? Donc oui, effectivement, j'utilise dans le but de communiquer avec mes amis, que ce soit des personnes qui sont notamment plus loin, dans des différents lieux, par exemple aux États-Unis, mais aussi avec des amis qui sont ici à Orléans pour m'organiser sur nos futures sorties. Donc oui, je communique sur les réseaux sociaux. Toi, Mélina? Pour ma part, je suis à peu près comme Thibaut. C'est pour principalement communiquer avec ma famille sur Snapchat, avec des photos et des vidéos quand il le faut. Alors, il faut aussi savoir que les Français, les réseaux sociaux sont principalement utilisés par les Français pour rester en contact avec leurs proches. Donc, on a 54% des Français qui les utilisent à des fins pour rester en contact avec leurs proches et 30% pour rester informés sur les réseaux sociaux. Tu parles de s'informer. Toi, Timéo, tu m'as déjà dit que tu t'informais via les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix? Vu les 7 heures qui passent. Déjà, ces plateformes-là, elles sont gratuites et elles sont illimitées sur la connaissance. Puis elles ont aussi changé nos méthodes d'apprendre. Il y a aussi des influenceurs et des personnalités qui se spécialisent dans ce transfert d'informations-là. Je peux prendre le cas d'Hugo Décrypte, par exemple, pour l'actualité, ou encore mon prof de com, moi en BTS communication, je sais que ça m'aide beaucoup sur les notions un peu complexes qu'on voit en cours. Ouais. Effectivement, quel que soit le contenu qu'on consomme, et les réseaux sociaux cherchent à capter notre attention, comme tu l'as dit, avec des mécanismes trompeurs. Est-ce que toi, Dina, tu as l'impression que ton téléphone te vole du temps ou de l'énergie? Alors oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai fait une expérience de 3 semaines où j'ai complètement coupé les réseaux sociaux 1 heure avant de dormir. Donc soit je prenais un bouquin ou soit je m'endormais directement. Et franchement, j'en ai tiré que des bénéfices. J'avais une meilleure qualité de sommeil. J'étais plus énergétique dans la vie en général et j'étais plus concentrée au niveau des cours. Tu parles de sommeil, de concentration, il y a aussi l'estime de soi. On accuse souvent les réseaux sociaux de dégrader la qualité de vie des jeunes. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que le gouvernement souhaite interdire les réseaux au moins de 15 ans et qu'une proposition de loi est en cours d'examen en Parlement. Toi, Thibaut, tu t'es déjà dit que les réseaux n'étaient pas bons pour toi? Donc oui, je me suis déjà posé cette question et effectivement, les réseaux sociaux sont néfastes pour moi parce qu'ils me privent un petit peu de ma vie privée, notamment avec mes parents. Je passe moins de temps avec eux, mais aussi sur la procrastination. Et on sait que ça, c'est le danger des réseaux sociaux, surtout pour les jeunes. De nombreuses études ont prouvé que les réseaux sociaux ont un fort impact sur la santé mentale. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre assez parlant. En 2021, 20,8% des 18-24 ans ont été concernés par la dépression, contre 11,7% en 2017.
tu fais bien de parler d'études. Et le mois dernier, il y a un rapport hyper important qui est sorti, c'est le rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Héloïse? Oui, parce que pour moi, c'était un rapport hyper important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. L'ANSES, elle a travaillé pendant 5 ans sur la question des conséquences des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Ils ont consulté 50 experts. Ils ont potassé 1000 études scientifiques sur le sujet. Et les conclusions sont hyper inquiétantes. Vous parlez tous du temps passé sur les réseaux et à quel point ça vous prive de sommeil. Quand on a moins de sommeil, du coup, on est plus facilement anxieux et donc plus facilement dépressif. Donc ça, c'est avéré. Autre conséquence de ce temps passé sur les réseaux sociaux, quand on est ado, qu'il y a un petit peu de mal-être en nous, il y en a chez tout le monde normalement, on peut s'isoler et puis notre souffrance psychologique, elle peut grandir justement à mesure qu'on passe trop de temps seul à regarder des contenus qui sont forcément pas toujours bon pour nous. Et puis la dernière chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est quand même le règne de l'image. On a tendance à se comparer, on voit des corps parfaits, des vies parfaites. Du coup, impact sur l'estime de soi, bien évidemment. Les réseaux sociaux valorisent la maigreur, donc les filles vont être amenées généralement à vouloir contrôler leur poids, être plus minces. Et je vous parle des filles parce que les filles sont celles qui consomment le plus les réseaux sociaux et donc elles sont plus fortement impactées et donc plus fortement fragilisées. Effectivement, tu parles d'image, on en est nourri en permanence. Et grâce à elle, on s'identifie, on se compare, on nous fait aussi rêver avec des belles histoires de réussite. Et certaines personnalités sont d'ailleurs devenues des icônes sur ces plateformes. Pour revenir sur toi, Thibaut, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire en particulier? Alors oui, j'ai un modèle qui m'inspire en particulier, c'est La Boiserie. Donc il sort des vidéos tous les dimanches midi et je suis le premier à les regarder. Dit-il avec un immense sourire. Et du coup, La Boiserie, pour moi, c'est une source d'inspiration parce qu'il commence de rien du tout. Il était sur Snapchat à faire des petites stories dans sa caravane. Et aujourd'hui, il compte des millions d'abonnés sur YouTube et sur ses différents réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'inspire chez lui, c'est son côté entrepreneur. Il a différents types d'entreprises, des macarons. Des macarons qu'on mange. Et effectivement. D'accord. Ils sont très bons d'ailleurs. Une boutique d'airsoft, mais aussi il a des garages automobiles. Et ce qui m'inspire chez lui, c'est que grâce à sa communauté et à cette personnalité, il a su créer un véritable empire autour de lui. Et c'est ça qui m'inspire chez lui. Et toi, Timéo? Moi, je peux parler de Squeezie. C'est un créateur de contenu. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à utiliser sa créativité pour donner des rendez-vous à sa communauté, comme les formats Qui est l'imposteur ou encore depuis 3 ans le GP Explorer. Mais tu fais bien de parler du GP Explorer parce qu'il y a 6 mois au Mans se déroulait sa 3e édition. C'est une course de Formule 4 entre créateurs de contenu. Parmi ces créateurs, des créatrices. Et ça, c'est loin d'être anodin. Estrelia et Flora nous en parlent. Le GP Explorer, ce sont des voitures, du bruit, des influenceurs. Mais cet événement a relancé une question importante. Quelle place on laisse aux femmes dans ce genre d'événement d'influence? Bonne nouvelle, on commence enfin à en parler. Le GP Explorer, c'est surtout une vitrine énorme. Des millions de jeunes regardent, commentent et s'identifient. Et ça, c'est une opportunité incroyable pour montrer que les femmes ont totalement leur place dans ces événements. Pas en option, pas en arrière-plan, mais au cœur du projet. D'ailleurs, nous avons pu poser quelques questions à Cécile Gray, journaliste à France Télévisions, qui a présenté le GP Explorer. Alors, je suis toujours très fière de participer à des événements où je me dis, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y aurait pas eu une femme à cette place-là, on aurait peut-être mis un homme. Donc, il y a beaucoup de fierté à chaque fois et puis peut-être aussi une forme de responsabilité, parce que je me dis qu'en incarnant ces événements, en étant présente et visible sur ces événements, je donne envie, en tout cas, peut-être, à des jeunes filles de faire ce métier. Et je me dis que en voyant à la télé des incarnations féminines, les jeunes filles qui avant s'interdisaient peut-être le rêve de faire partie un petit peu de ce monde, se disent et pourquoi pas moi. Des femmes invitées, il y en avait. Des créatrices de contenu, des streameuses, des personnalités engagées. Et leur présence compte, parce que chaque apparition, chaque prise de parole montre aux jeunes que la réussite et la visibilité ne sont pas réservées à un seul genre. Alors tout n'est pas parfait, mais on avance. Et franchement, dans un milieu où ça roule très vite, les mentalités commencent à changer. Pas en pole position, mais clairement sur la grille de départ. Comme le dit Cécile Gray, la génération YouTube laisse place aux femmes. Je pense que pour le coup, la génération Squeezie, la génération un petit peu YouTube, c'est une génération qui est hyper à l'aise avec l'idée que des jeunes femmes prennent leur place. Et ils sont en tout cas très à l'aise avec l'idée de leur donner. Les influenceurs peuvent être de vrais modèles, à condition qu'ils montrent une représentation plus diverse et plus juste. Et si le GP Explorer ouvre la voie à plus de femmes visibles et reconnues, alors l'influence devient enfin positive.
Et vous, quel modèle vous influence? On vient de le voir, il y a plein de créatrices et influenceuses qui comptent des milliers d'abonnés. Est-ce que toi, Mélina, tu as une figure féminine qui te fascine? Eh bien, moi, je vais vous parler de Léna Situation, qui était d'ailleurs présente au GP Explorer en tant qu'invitée. Donc, c'est aussi une jeune femme qui a débuté de rien, comme la boiserie, en commençant comme blogueuse et s'est lancée sur YouTube après. Actuellement, elle a créé tout un empire autour de toute sa communauté, autour de tout ce qu'elle a fait. Elle a réussi à être invitée 2 fois au Met Gala, donc c'est extrêmement prestigieux. C'est la première influenceuse française à avoir eu cette opportunité-là. Mais à côté de ça, elle reste quand même très critiquée, notamment sur son apparence et sur son physique, son poids, etc. Elle en parle d'ailleurs publiquement, hein. Elle a eu des soucis mentalement par rapport à ça, ça l'a atteinte psychologiquement. Mais justement, cette question de jugement et d'apparence en fait, sur les jeunes et sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences. Moi, je vais vous parler d'un chiffre qui date un petit peu donc, de 2017 pour les jeunes, où il y avait 55% en fait, des jeunes qui faisaient attention à leur apparence corporelle à cause des réseaux sociaux et qu'il y en avait 65% justement qui faisaient attention à leur poids. Donc, c'est-à-dire ils mangeaient moins ou ils ne mangeaient pas, ce qui avait de graves conséquences physiques et mentalement pour eux. Tu nous parles de jugement physique, alors que les réseaux sociaux nous montrent une diversité des corps, où on encourage justement cette diversité. Alors oui, on peut parler du mouvement body positive. Donc le body positive, c'est un mouvement social qui incite en fait aux femmes de s'assumer telles qu'elles sont. Et je peux parler aussi de l'influenceuse et tiktokeuse Virginie Grossat, qui est une influenceuse et tiktokeuse et qui promeut l'assumation de son corps en fait. Et pour elle, il faut s'assumer tel qu'on est. Voilà. Toi Thibaut, est-ce que ces modèles ont un impact sur ta vision de toi-même? Tu te compares ou pas? Donc moi j'arrive à prendre du recul, j'ai conscience que leur vie est mise en scène et que les réseaux sociaux montrent tout ce qui est de plus rose bonbon on va dire, et ces gens restent des gens normaux qui se sont créés des personnages et qui ne nous montrent pas forcément l'envers du décor qu'ils ont après. Je pense qu'à notre âge, en tant que jeune adulte, on est un peu plus armé sur ce sujet. Moi j'aimerais aussi qu'on parle de l'immense espace commercial que sont les réseaux sociaux, où des tonnes de transactions ont lieu. Est-ce que toi Thibaut, tu te sens plus consommateur qu'un simple utilisateur? Alors moi je me sens comme utilisateur sur les réseaux sociaux. Parce que t'as dit que tu mangeais les macarons de la boiserie tout à l'heure. Ouais, mais ça compte pas. Ça compte pas. Donc moi je me sens plus utilisateur du coup, j'achète pas. Mais... Sauf les macarons de la boiserie. Non, les macarons de la boiserie, ça on reste... Les influenceurs, pour le coup, la boiserie, influencent beaucoup et nous poussent à acheter, à consommer grâce à une méthode qui s'appelle le bourrage de crâne. On sait qu'en France, 37% des consommateurs ont déjà acheté sur les réseaux sociaux, que ce soit des produits ou des services. Et voilà. Ouais. Tu parles de donc bourrage. Ça marche. Oui, ça marche très bien pour le coup. Tu parles de bourrage de crâne. Est-ce que toi, Timéo, avec tes 7 heures d'écran, tu as déjà acheté quelque chose sur les réseaux sociaux? Alors oui, j'ai un abonnement Snapchat Plus, donc l'abonnement premium de Snapchat, mais j'achète rien d'autre parce que j'ai peur des arnaques. Je peux prendre l'exemple de Maëva Guénam, une influenceuse issue de la télé-réalité française, qui a été condamnée à 150 000 € d'amende et 1 an de prison avec sursis pour avoir fait des pratiques trompeuses sur la vente de crème volumatrice pour les fesses et de thé minceur. C'est pas la seule. Mais voilà, il y en c'est a pas la plein seule. des arnaques, non Parce que entre 2022 et 2023, il y a plus de 300 influenceurs qui ont été contrôlés selon les chiffres de l'État sur les réseaux sociaux. Ça a donné lieu à quoi? À 81 injonctions de mise en conformité et à 35 suites pénales. C'est beaucoup, sur 300, c'est énorme. Justement, Timéo, il parle d'arnaque au niveau des produits, mais il y a aussi d'autres choses à côté qui existent, qui peuvent être plus graves pour gagner de l'argent, justement. Moi, je vais vous parler de l'exemple de Jean Portmanov. Donc c'était un streamer qui était sur la plateforme Kik, qui est malheureusement décédé l'été dernier. Donc il se faisait, avec d'autres animateurs, il faisait des lives où il se faisait malheureusement humilier et frapper par ces deux animateurs. Donc les followers qui regardaient les lives participaient en fait à ça en donnant des dons sur les lives pour pouvoir en fait que ça aille toujours plus loin. Et malheureusement, il est décédé en plein live. En plus de ça, lors les yeux des followers. Quoi. Exactement. C'est assez tragique, merci d'en avoir parlé. Moi, je vais rebondir sur quelque chose d'un peu plus positif, sur le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux de rassembler des personnes pour une cause et de les faire s'engager. Je vous propose de vous replonger dans l'histoire d'un mouvement puissant né sur les réseaux sociaux. C'est le mouvement MeToo. C'est Louane et Chanel qui nous expliquent. Un clic, un post, un hashtag, et soudain, la réalité est exposée en plein écran. Un phénomène viral qui envahit nos fils d'actualité. Les réseaux ne sont plus de simples espaces d'expression. Un témoignage, un mot-clé suffisent parfois à déclencher une mobilisation mondiale. Balance ton quoi, un jour
changera. Créé en 2006 par Tarana Burke, le mouvement #MeToo connaît une résonance mondiale en 2017 à la suite des révélations concernant les accusations d'agression sexuelle visant le producteur américain Harvey Weinstein. Cette vague de témoignages marque un tournant majeur dans la libération de la parole des victimes. En France, le #BalanceTonPort émerge dans ce contexte et suscite une mobilisation massive, avec près de 500 000 tweets en quelques semaines, selon le ministère de l'Intérieur. Dans le sillage de #MeToo, la libération de la parole s'est étendue à de nombreux autres sujets longtemps passés sous silence. Les réseaux sociaux sont devenus un espace où s'expriment désormais des témoignages sur la pédocriminalité, les violences policières et le racisme, comme avec le Black Lives Matter qui a été beaucoup relayé, notamment avec le meurtre de George Floyd, les discriminations ou encore les injustices sociales, transformant les plateformes en véritables lieux de débat public et de revendication citoyenne. Aujourd'hui, cette dynamique montre que les réseaux sociaux ne sont plus seulement des outils de communication, mais aussi des espaces de mobilisation collective où des causes sociales majeures trouvent une visibilité immédiate et massive. Les réseaux ont transformé un cri isolé en écho mondial, alors si un hashtag peut ouvrir une brèche, que peuvent accomplir des millions d'utilisateurs engagés? Place au débat. On l'a vu à l'instant avec le mouvement MeToo, c'est toute la société qui a pris conscience et évolué sur ces sujets de violences sexistes et sexuelles. C'est un mouvement qui date un peu mais qui reste bien ancré. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui marquent aussi profondément les esprits? Toi, Dina? Oui, alors moi j'ai l'exemple récent de l'Iran où des citoyens ont commencé à descendre dans les rues pour se rebeller contre le régime actuel. Les réseaux sociaux ont permis de faire circuler des images dans le monde entier du coup et de partager des témoignages. Face à cette diffusion massive, le gouvernement a pris la décision de faire un blackout, donc ils ont coupé les réseaux sociaux pour tous les habitants du pays. Et cet exemple du coup illustre que les réseaux sociaux sont des véritables outils d'engagement citoyen et aussi ils provoquent des réactions du coup lorsque le pouvoir se sent menacé. Ouais. Et encore plus récemment, aux États-Unis, les habitants de Minneapolis ont organisé une résistance face aux agents de l'ICE, c'est la police de l'immigration, avec l'aide des réseaux sociaux. C'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, il y a toute la résistance qui s'est organisée grâce aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont permis aussi un autre truc, c'est que dans l'affrontement entre la population et la police de l'immigration américaine, il y a eu 2 morts et qu'il y a eu 2 versions un peu différentes. Celle du gouvernement Trump qui a raconté une certaine version des faits. Et puis, il y a plein de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont démontré autre chose et qui ont montré comment 2 personnes ont finalement été abattues par la police. Donc, tu l'as dit, on peut s'organiser via les réseaux sociaux pour résister, mais on peut aussi, et on accuse souvent les réseaux sociaux de faire de la désinformation, mais on peut aussi prouver des choses via les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper intéressant. On parle d'engagement. Est-ce que vous êtes engagé sur les réseaux sociaux? Toi, Dina? Alors oui, moi je suis engagée. Je pense à des comptes comme Banlieusard Climat et Banlieue Climat et Banlieusard Nouveau. Ouais. Donc Banlieue Climat forme les jeunes des quartiers populaires pour qu'ils soient acteurs du changement et de l'environnement. Et Banlieusard Nouveau redore l'image des quartiers pour prouver qu'on peut être fier d'où l'on vient. En m'abonnant à ces comptes, j'ai l'impression de participer en fait à leur mouvement et à leur engagement. Et il est important de dire aussi que les médias traditionnels ne montrent pas les quartiers. Enfin, il y a une dévalorisation des quartiers et c'est important de les suivre via les réseaux sociaux. Donc toi, tu as le sentiment de rendre ce combat-là visible en fait. Ouais. Justement, à propos de l'engagement sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent la parole dessus. Moi, je vais vous citer l'exemple, par exemple, de mamans qui témoignent sur les réseaux sociaux par rapport à ce que leurs enfants ont vécu, donc une agression sexuelle quand ils étaient jeunes, par un de leurs professeurs. Et suite à ça, en fait, la justice a énormément traîné. Et en fait, elles ont décidé de prendre la parole justement pour ouvrir en fait, au monde ce qui se passe réellement. Et le fait que, au final, même après 4 ans, même si leurs enfants ils grandissent malgré tout, ça avance pas et elles restent dans le fait que peut-être qu'il n'y aura rien par la suite. Ouais. Donc elles essayent d'enclencher quelque chose avec ça. Toi, tu as relayé ce genre de contenu? Oui, c'est ça. Dina, tu parles de t'engager en suivant ces comptes pour suivre leur mouvement. Est-ce que toi, Timo, tu penses que s'engager via les réseaux sociaux, c'est plus simple que dans la vie réelle? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un véritable tremplin plutôt pour s'engager en ligne et pour défendre des causes.
C'est ce que prouve le baromètre annuel de la jeunesse, puisque 4 jeunes sur 10 en 2024 ont signé une pétition ou ont défendu une cause en ligne. Mais il faut faire attention aussi, c'est bien de s'engager sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même faire attention dans le sens où les réseaux sociaux, ça marche sur un algorithme. Donc on va tomber sur des contenus que l'on apprécie, que l'on aime, des idées que l'on partage. Mais il ne faut pas tomber dans une polarisation qui est dangereuse et d'être dans une boucle d'idées qui sont les nôtres. Il faut aussi essayer de voir l'autre côté du débat et de connaître un peu les idées aussi des autres. On reproche aux réseaux sociaux d'amplifier les discours de haine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibaut ? Moi, je suis complètement d'accord. Les réseaux sociaux sont un lieu de prolifération de la haine. Ils peuvent à la fois servir pour dénoncer des injustices, mais aussi de diffuser des messages négatifs. D'ailleurs, c'est documenté et chiffré. La haine et le harcèlement a fortement augmenté entre 2023 et 2024, une augmentation de 16%. Et la haine en ligne peut prendre une tournure différente. 30% des messages sont des insultes, 20% sont de la haine volontaire pour humilier ou blesser des personnes et 4% sont des propos racistes. En réalité, justement, les algorithmes ils vont donner écho à des propos qui peuvent être inquiétants. Moi, je vais vous parler des discours masculinistes. Il y a une étude universitaire de 2024 d'Angleterre où des chercheurs et chercheuses ont décidé de faire une expérience à propos justement des contenus sexistes que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils ont donc créé différents profils de jeunes adolescents garçons sur lesquels ils ont été sur TikTok. Et au bout de quelques jours, ils ont remarqué que le niveau en fait, des contenus misogynes, ils avaient augmenté et il avait été multiplié par 4. Ouais. Et face à ça, il y a aussi eu une autre étude, australienne cette fois, qui rejoint et qui a été à la même conclusion que celle-là. Et qui a procédé de la même façon aussi. Oui, on se rendait mais pas compte avec les mêmes réseaux. Ouais. Ah oui. Oui. Ok. Voilà. Cette circulation de haine qui circule du coup en ligne, est-ce que ça vous freine dans votre envie de vous engager, de vous exprimer publiquement, Timio ? Moi, je sais que je m'étais engagé à l'époque sur le conflit israélo-palestinien. J'ai vu que ça faisait réagir, pas forcément en bien. Ouais. Du coup, c'est sûr que ça me freine dans mon engagement sur les réseaux, aussi par peur de la réaction du public en face. Ouais. Du coup, tu ne publies plus Non. Tu ne donnes plus ton avis ? Non, j'évite de m'engager publiquement, oui. Alors pour finir sur une note un peu plus positive et face à la prolifération de la haine, j'aimerais rappeler que les réseaux sociaux, c'est aussi un espace d'engagement et de commémoration. Je peux parler de l'affaire Zied Benna et Bouna Traoré, 2 adolescents morts à Clichy-sous-Bois en 2005. Oui, ça date un peu cette affaire, dis donc. Un petit peu, ouais. Suite à une bavure policière, du coup. Ouais. Leurs souvenirs restent gravés sur les réseaux sociaux parce que même 20 ans après, on continue à commémorer leur mémoire et à penser à eux. Ouais, parce que toi, tu es né en quelle année ? 2003. Ouais. Donc 2005, tu t'en souviens pas. Par contre, les réseaux sociaux te le rappellent chaque année. C'est ça, exactement. Merci Dina de rappeler que c'est effectivement que les réseaux sociaux sont un lieu de commémoration. Finalement, tout dépend de la manière dont on les utilise et du regard critique que l'on porte sur les contenus qu'on consomme et qu'on partage. La question n'est peut-être pas de savoir s'il faut interdire ou diaboliser les réseaux sociaux, mais plutôt comment apprendre à les utiliser de manière plus responsable et plus consciente. Merci à tous les 4 pour votre prise de parole sincère et engagée. Merci à toi, Héloïse, pour ton accompagnement. De rien. Merci aux équipes techniques et merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci.